Un home qui ferme à Scarbeck, tout le monde s'inquiète. Est-ce l'arbre qui cache la forêt? Le secteur est-il globalement sous pression? Les normes d'encadrement sont-elles trop strictes? Combien ça coûte de placer un aîné? Et quelle est l'offre réelle à Bruxelles? On en débat pour s'informer. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et pour évoquer toutes ces questions et d'autres, j'accueille Sébastien Lepoivre. Bonjour. Vous présidez le CPAS des Verts et la Fédération des CPAS bruxellois. Bienvenue à vous. Vincent Frédéric, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Femarbel. Vous connaissez évidemment très bien aussi le secteur et vous interviendrez à plusieurs reprises. Amandine Lecoq, bonjour. Vous dirigez InfoHome. C'est une ASBL qui est là pour répondre tant aux questions des professionnels que des particuliers. Et on verra qu'il y en a beaucoup des questions qui se posent en ce moment. Muriel Quinet, bonjour. À vous aussi. Vous êtes la fonctionnaire dirigeante adjointe d'Iriscare et toutes ces normes d'encadrement, c'est notamment vous qui accompagnez Léo, mais on verra quel est le bilan que vous tirez des premiers mois finalement de ces nouvelles normes pour que tout le monde comprenne bien. Vincent Frédéric, quelle est aujourd'hui en région bruxelloise la situation? Si on a besoin d'une place en maison de repos, on verra les particularités maison de repos et de soins, mais si on a besoin d'une place pour son grand-père, sa grand-mère, on en trouve facilement en région bruxelloise ou pas? On en trouve encore facilement pour le moment. Mais vous craignez que ce soit plus compliqué dans les mois à venir? Je crains que dans l'avenir de 5 à 8 ans, ça devienne beaucoup plus compliqué d'en trouver une. Pourquoi est-ce que ce sera plus compliqué dans 8 ans? Parce que nous avons des craintes sur les conséquences d'un certain nombre de normes, notamment touchant aux infrastructures, qui font qu'un nombre non négligeable d'établissements, quel que soit leur pouvoir organisateur, se trouvent dans l'impossibilité ou l'extrême difficulté de pouvoir y répondre. Voilà, donc nous craignons la fermeture. Vincent Frédéric porte une parole du secteur côté privé, on va dire, même inquiétude pour les homes qui dépendent des CPAS, monsieur Lepoivre? Oui, tout à fait. Il y a un défi par rapport au vieillissement de la population aussi. Donc on a eu un certain tassement, mais on sait que certaines études nous confirment que l'augmentation de la population et l'augmentation du vieillissement de la population va se confirmer. Et donc les besoins en maison de repos seront de plus en plus importants. Ok, et donc quand on dit d'une échelle de 5 à 8 ans, c'est un délai auquel vous estimez qu'on sera en mesure de faire face? On prend les devants dans les différents CPS, on l'a dit, hein, un CPS qui a décidé, ou choisi, ou dû, mais en tout cas de fermer un home à Scarbeck. Quelle est la tendance sur les 18 autres communes? Mais je pense qu'on doit mesurer l'impact et on doit mettre les financements qui sont nécessaires pour pouvoir accueillir en termes de services publics ces personnes qui doivent être placées et qui ont besoin de la société. Et donc ça peut passer par des maisons de repos. Donc on a besoin d'investir dans ces maisons de repos, c'est certain. Muriel Quinet, on parle de nouvelles normes, elles sont en vigueur depuis le mois de septembre 2024. Concrètement, c'est quoi? On dit qu'on n'appelle plus les résidents, mais habitants, c'est une question de philosophie ou bien c'est plus concret que ça quand même? C'est aussi une question de philosophie, effectivement. On a vraiment voulu changer complètement la culture donc de l'accueil des personnes âgées en maison de repos. Donc on veut que ça soit de véritables lieux de vie et non plus des lieux de soins. Donc on veut maintenir au maximum l'autonomie des personnes âgées, prendre en considération leurs choix. Donc permettre aussi au personnel d'être participatif dans les décisions donc, au sein de l'institution. Et c'est pour ça qu'on a, pour pouvoir justement bien faire ce virage vers donc, ce changement de culture, on finance la Fondation Roi Baudouin qui accompagne les maisons de repos avec aussi Seigneur Montessori pour justement donc, arriver à ce changement de paradigme de culture. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On parle de Wi-Fi dans les chambres, c'est des questions de sanitaire, c'est des questions de mètres carrés au sol? Il y a effectivement donc, toute une série de normes architecturales donc on a revues et qui correspondent en fait à la qualité demandée donc, par donc, les personnes âgées de maintenant, du 21e siècle, hein, avec donc, le Wi-Fi qui ne doit pas être mis dans les suppléments. Donc c'est d'office pris en compte dans les chambres, de même qu'un frigo. Donc une surface minimale donc, au niveau des chambres, pour une chambre seule 15 mètres carrés, chambre de personnes 22 mètres carrés, donc avoir la moitié donc, au moins de chambres seules. Toute une série de choses, finalement, la plupart des institutions répondaient déjà à ces normes-là. Vincent Frédéric, ça peut paraître élémentaire d'avoir suffisamment de place au sol, d'avoir accès à du Wi-Fi dans sa chambre. Ça paraît pas énorme finalement en termes de qualité et de confort de vie comme demande. Non, bien sûr, ça ne paraît pas énorme pour les gens qui ont les moyens de payer.
La question qui se pose, c'est sur les normes de qualité. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut progresser dans l'approche qu'on a de la vie des personnes dans les établissements, personnes dans le contexte. Ça, c'est un fait. Mais le problème qui va se poser dans les années à venir, ce sont de nouvelles normes d'infrastructure qui touchent, par exemple, de nouvelles normes de sécurité incendie. Toutes nouvelles. Des nouvelles normes concernant le bâtiment, des nouvelles normes concernant les équipements, qui font que nous craignons que dans le bâti existant à Bruxelles, qui est assez ancien, des problèmes majeurs, sinon parfois insurmontables, vont se poser pour pouvoir rencontrer ces normes. Les ascenseurs, un ascenseur au moins devrait être plus grand, pour qu'il soit plus confortable pour les civils. Qui va dire que c'est une mauvaise idée? Mais bien sûr, c'est une bonne idée. Mais bien sûr aussi que dans un certain nombre d'établissements, ça sera quasi impossible de le faire. Donc le grand problème, c'est qu'on n'a pas procédé à une évaluation préalable des conséquences des nouvelles normes, qui en soi, quand vous le lisez, mais c'est parfaitement bien et normal. Sachant que ça sera probablement impossible, sinon difficile, et que ça va peser de plus en plus sur les prix et l'accessibilité. Sébastien Lepoivre, le gouvernement, quand il édicte des règles, il ne se rend pas compte de ce qui se passe dans les CPS ? Je pense qu'ils se rendent compte et que le défi pour le gouvernement était sain de revoir ces normes et de centrer le tout sur l'habitant. Je pense que c'est tout à fait sain. Comme les autres interlocuteurs l'ont déjà dit, ça va dans le bon sens, mais effectivement, il faut se donner les moyens d'arriver à atteindre ces objectifs et de prendre un maximum de structures avec soi. Et là, pour le moment, je rejoins notre collègue qui est inquiet parce qu'il risque d'y avoir des résidences qui n'arriveront pas à se mettre à jour. Amandine Codec, j'imagine que c'est quelque chose que vous suivez, vous, à Forum, l'état du bâti. On a beaucoup de bâtiments qu'on n'arrivera pas à remettre aux normes. Je répète, des normes qui peuvent paraître assez élémentaires. Avoir du Wi-Fi dans les chambres, avoir un frigo, avoir un minimum d'espace, avoir un ascenseur qui permette de se déplacer aisément, même si on est à mobilité réduite. En tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'à Bruxelles, beaucoup de plus anciens bâtiments de maisons de repos et de soins sont vraiment implantés dans la cité, dans la ville, ce qui en soi est une bonne chose en termes d'inclusion, mais ce qui limite parfois d'un point de vue architectural les possibilités d'adaptation aussi. Certains bâtiments ont des façades qui peuvent être classées, par exemple, et donc tout ça va générer des coûts complémentaires quand il va falloir rénover les étages, rénover les planchers, supprimer des ossatures en bois. Enfin, je ne suis pas architecte, mais je me doute bien que techniquement parlant, ça va générer des coûts importants dans des bâtiments qui n'ont pas des possibilités d'adaptation gigantesques de par leur implantation. Ce qu'on observe aussi, c'est que les nouvelles maisons de repos et de soins, quand elles se construisent, elles ont tendance à se construire toujours au sein des 19 communes de Bruxelles, mais moins dans la ville, dans des quartiers qui n'en sont peut-être pas encore, et ça peut questionner aussi l'inclusion et le maintien de la citoyenneté de chacun, en ce compris quand on avance en âge. Est-ce qu'on est servi de manière équitable en service de maisons de repos et de soins en région bruxelloise? On sait que par exemple pour les crèches, y a des quartiers où la demande est plus pressante, où c'est plus difficile. Tiens, sur une commune comme Evere, là où vous êtes vous président du CPS, vous voyez qu'il y a des coins, il vous en reste un de haut, mais si vous allez au-delà de votre périmètre, voilà. Comment on gère ça quand on est un pouvoir local? Alors pour préciser, sur Evere, il y a une maison de repos publique, mais il y a sur un petit territoire, c'est peut-être un petit peu atypique, il y a énormément de maisons de repos au kilomètre carré, puisqu'il y a bon nombre de maisons de repos privées. Et donc effectivement, l'enjeu du public, c'est d'avoir au moins un service dans chaque grand quartier et de permettre à toutes les familles de pouvoir s'installer près d'où ils vivent et d'avoir un maximum de réponses. Madame Kinej, je vois que vous êtes allée regarder dans vos notes. On a pu objectiver ça. On sait par exemple qu'au niveau des crèches, c'est dans l'ouest qu'on en a le plus besoin. Est-ce qu'on a la même problématique en région bruxelloise pour l'offre de maisons de repos? On a la chance sur notre site internet d'avoir donc un module statistique qui nous permet donc d'avoir justement toute une série de données intéressantes par rapport donc à la politique des personnes âgées et notamment le nombre de lits en institution par commune. Et donc, on peut voir, par exemple, sur le schéma ici, qu'effectivement, à Evere, il y a beaucoup, à Jette également aussi. Et donc, vous pouvez faire même des simulations sur notre site. Et donc, ça nous permet aussi, nous, de pouvoir, en fait, monitorer notre politique. Et voilà, et pouvoir la définir. Vincent Frédéric, c'est plus compliqué en milieu urbain, à Bruxelles ou en Wallonie, en milieu plus rural, de trouver une place en maison de repos? C'est certainement plus compliqué de trouver de la proximité, mais il faut savoir qu'en milieu urbain, surtout à Bruxelles, quand vous voulez construire une nouvelle maison de repos, vous avez des quartiers où c'est strictement et absolument impossible,
puisqu'il faudrait alors détruire de l'habitat habituel existant. Et là, évidemment, l'investissement va se faire plus sur des communes où il y a des terrains disponibles. Et il se trouve que, moi je suis Cloire, on ne manque pas de maisons de repos là-bas, mais c'est évidemment des maisons de repos qui sont construites sur des terrains qui ont le coût qu'ils ont dans cette commune. Et là, ça pose d'autres problèmes d'accessibilité. Bruxelles, c'est une ville très urbanisée. Et si on considère par exemple qu'à Saint-Josse, on manque de maisons de repos, ou à Molenbeek, on manque de maisons de repos, on peut très bien dire qu'il en faut une, mais il faudra encore trouver le terrain, les prescriptions urbanistiques qui conviennent. Enfin, il y a toute une série de freins à ça qui sont majeurs et parfois impossibles à débloquer. Monsieur Frédéric évoque la question du coût. Parlons un peu d'argent. Ça coûte combien de faire... placé, on dit peut-être plus ce mot-là, on utilise plus ce mot-là dans le nouveau jargon, mais Madame Codec, ça coûte combien en région bruxelloise si on veut trouver une place dans une maison de repos avec un service complet pour son grand-père ou sa grand-mère? Il faut prévoir quel budget? D'après les chiffres qui nous sont communiqués, donc qui sont encore sans doute autres que les prix de base qui doivent être déposés officiellement auprès de l'administration, mais les prix qu'on voit être pratiqués dans le secteur, il nous semble toute maison de repos et de soins confondus, qu'il faut compter au minimum 2200-2300 € pour vivre en maison de repos à Bruxelles, auxquels vont s'ajouter les prestations du médecin, les consommations extra à la cafétéria, les médicaments. Et donc évidemment, c'est un budget qui chiffre. Et ce budget est vraiment en gros décalage, nous semble-t-il, avec le budget moyen dont nous disent disposer les personnes qui font appel à nos services. On estime que sur les chiffres récoltés l'année dernière, que sur plus de 800 consultations, seulement 35% des personnes nous disent avoir plus de 2000 € à pouvoir consacrer par mois à l'hébergement. Ça comprend souvent la pension de l'aîné, mais au-delà de ça, un éventuel revenu locatif complémentaire, le fait que certains enfants puissent pallier mensuellement au coût de l'hébergement. Et donc voilà, le décalage semble chaque année de plus en plus grand entre le budget moyen et le coût. On va vous entendre, Monsieur Le Poivre, là-dessus, mais Monsieur Frédéric, c'est un constat que vous ne contestez pas. C'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus difficile pour les résidents de financer leur habitat et leur vie. Mais c'est absolument incontestable, c'est un vrai problème. Et comment ça se fait que ce soit si cher? Mais c'est devenu plus cher parce que tout simplement les coûts ont augmenté. Construire une nouvelle maison de repos, ça coûte beaucoup plus d'argent qu'avant. Les coûts de construction ont augmenté de plus de 30%. Liés par exemple à des réglementations européennes électriques, etc. Donc on en arrive à avoir la part du foncier qui dépasse les 30 € par jour. Et là, il y a des grandes différences dans les prix entre les établissements. Et l'enjeu, à Bruxelles notamment, mais aussi dans les autres régions, c'est que vous avez des établissements qui pratiquent des prix abordables parce qu'ils sont plus anciens. Et au moment où ils vont devoir s'adapter aux normes, là, à ce moment-là, on va avoir les prix augmentés. Ça, quel que soit le secteur. Une des plus récentes maisons de repos des CPS est celle de Vézal. Et là, on est à un prix de 80 € par jour. Nouvelle maison de repos près de Liège, d'Isocel, c'est aussi presque 80 € par jour. Et ça, c'est le prix réel, sans préjudice de l'indispensable aide sociale. Mais c'est un constat. Donc tous les coûts sont à la hausse. Sébastien Le Poivre, on arrivera à les contenir dans les années à venir, ces coûts? Est-ce qu'on peut, par soit des politiques publiques, soit une autre culture de l'accueil et de l'encadrement des aînés, parvenir à juguler cette augmentation dont même un forum nous dit qu'elle est exponentielle? Il y a bien un moment quelqu'un qui paye, donc il faut évidemment que les services publics puissent mettre à disposition des financements adéquats en fonction aussi des publics que l'on accueille. Ça, j'y reviendrai si vous le permettez, mais effectivement, le prix d'une journée en maison de repos ne fait qu'augmenter. Et donc, on a deux possibilités. Soit on accepte et on met en place plutôt de nouveaux financements, soit effectivement, on augmente les prix. Et donc, dans le secteur public, notre intérêt, c'est d'assurer une accessibilité la plus totale, d'avoir des services les plus... all-inclusive façon de parler, et ça c'est un intérêt pour notre secteur, c'est d'assurer évidemment des prix les plus démocratiques possibles. Mais même pour les secteurs publics et singulièrement ceux des CPS, régulièrement on doit intervenir par des aides sociales pour compléter, même chez nous, même en termes de refacturation interne. Et si vous me permettez, sur les public cible, il y a une réalité, c'est que nous devons accepter certaines personnes qui ne devraient pas être spécialement en maison de repos, et on les accepte parce qu'il n'y a pas spécialement d'infrastructure adaptée. Donc, des gens qui n'ont pas tout à fait l'âge, ou des gens qui auraient sont besoin d'un plus encadrement jeunes, plus médical? des gens qui ont des soucis psychologiques, des soucis d'assuétude, des personnes qui sont en sortie de rue et que nous acceptons chez nous, qui n'ont pas spécialement un grand besoin en soins et que donc leur échelle
de CATS et de dépendance est assez limités, et donc en termes de financement, ils sont hors scope. Et donc ces personnes-là, et c'est triste à dire, mais ne rapportent pas au même titre que d'autres personnes qui sont plus dépendantes en termes de soins. C'est une réalité aussi à Bruxelles. Amandine Codec, vous confirmez ça? C'est vraiment un très très grand problème, un gros défi, un gros enjeu pour Bruxelles, j'imagine pour les autres régions aussi. C'est qu'effectivement, il y a comme ça toute une série de personnes qui ne rentrent dans aucune case et il semble y avoir des impensés sectoriels. Et à partir du moment où on combine effectivement difficultés de santé mentale, assuétude et début de dépendance physique, les structures existantes dans le secteur de la santé mentale ne semblent pas pouvoir répondre à ce besoin en soins grandissant. Et au même titre, les maisons de repos et de soins ne sont pas normées, financées, formées de manière adéquate pour pouvoir accompagner ces besoins super complexes. Muriel Kiné, on est conscient de ça au niveau des services publics? Et justement, dans le cas de la réforme, donc il y a un changement par rapport donc à nos normes. Donc on accepte 10% donc de personnes donc qui sont en dessous de 60 ans, mais maintenant on a limité l'accès. Donc on ne peut plus accepter des personnes de moins de 60 ans dans des faibles niveaux de dépendance, qu'on appelle donc O et A sur l'échelle de CATS. Et donc, c'est vrai que maintenant, il y a toute une série de personnes, comme monsieur l'a très bien dit, qui ne peuvent plus, qui avant trouvaient donc une place donc en maison de repos et qui maintenant ne peuvent plus être accueillis en maison de repos. Mais si on a fait ça, c'est parce que la maison de repos n'est pas, comme l'a très bien dit madame Codec, staffée, normée, formée pour accueillir ce type de résidents avec des problèmes d'assuétude, parfois des problèmes donc psychiatriques. Donc maintenant, on a voulu vraiment se dire, donc dans le cadre de toute cette réforme, on veut vraiment un lieu de vie agréable et pour le personnel et pour le résident. Donc se dire, ben non, toutes ces personnes qui ne devraient pas être en maison de repos, qui devraient trouver des places, enfin, on devrait développer une offre donc ailleurs, on ne va plus les accepter, mais en même temps, je suis d'accord, ça pose un réel problème. Et encore ce matin, j'étais à l'hôpital Saint-Pierre, donc avec le médecin directeur, qui disait, ben voilà, nous on a toute une liste de cas qui ne peuvent plus maintenant aller donc en maison de repos parce qu'ils ont un faible niveau de dépendance. Les structures psychiatriques, elles sont saturées, donc ils ne peuvent pas les accueillir. Le secteur du sans-abrisme ne veut pas non plus parce que ce sont des cas donc avec psychiatriques lourds, on va dire. Ils n'ont pas non plus leur place en maison de repos, donc c'est vraiment un problème. Alors, dans le cadre des normes, vous avez cité la Fondation Rabaudouin, un accompagnement. Il y a aussi des projets, moi j'ai découvert ça en préparant l'émission, inspirés des pédagogies actives. On parle de Montessori ou autre. C'est quoi ça, monsieur Frédéric, ces pédagogies actives pour les aînés? Ça, concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Moi, concrètement, il y a plusieurs évidemment possibilités. Il y a le modèle Tube, il y a la méthode Montessori, il y a la Fondation Rabaudouin. Je crois que c'est plutôt dans une philosophie générale qui doit être adaptée dans chaque établissement à sa spécificité, c'est de rendre l'habitant, je crois que le mot il a son élégance et sa justification, mais de permettre à la personne de plus s'impliquer, au personnel d'être plus impliqué, d'avoir plus une vie dans la maison. C'est-à-dire qu'ici, une maison de repos, ça ne doit pas se transformer. Je me souviens d'un professeur de gériatrie il y a de longues années qui disait la personne qui arrive en maison de repos ne doit surtout pas considérer qu'elle est en vacances à l'hôtel. C'est-à-dire que j'arrive dans ma chambre, j'ai service complet, pension complète et je ne fais plus rien. Et je considère que si on me demande de faire quelque chose, c'est pas juste parce que je paie. Au contraire, il faut encourager les personnes à la participation. C'est pas pour autant qu'il faut faire nettoyer le sol, c'est pas ça. Mais je crois que c'est plus impliquer les gens. Et on a une génération et des générations qui arrivent qui n'ont pas la mentalité ni l'historique des générations qui avaient 80 ans et qui ont connu la guerre. Ça veut dire que le jeu du bingo, le dimanche bingo, c'est fini ça dans les maisons de repos? Vincent Frédéric souffle, il soupire. Monsieur Le Poivre, on joue encore au bingo dans les maisons de repos? Ça peut arriver, mais c'est complémentaire avec d'autres activités. En tout cas, on sort du cliché, on fait toujours les mêmes activités. C'est crêpes le lundi, c'est Knutselen le mardi et c'est bingo le mercredi. On n'est plus du tout là-dedans. Je pense qu'on est tous convaincus ici autour de la table, j'en suis persuadé, que les maisons de repos ne sont pas des lieux de soins. Mais ce sont des lieux de vie. L'esprit est quand même aussi de dire que les gens vont pouvoir rester chez eux aussi longtemps que possible, non, Madame Codec? Alors qui va vers les maisons de repos, ou maisons de repos et de soins, ça dit bien ce que ça veut dire, mais vers les maisons de repos, qui y va y aller dans les 5 à 8 prochaines années, où ce sera de plus en plus compliqué? Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, et je crois que si on réfléchit
réfléchit chacun pour soi-même, tout le monde aspire à vivre dans son univers familial le plus longtemps possible. On est aussi témoin à travers nos lignes d'écoute de situations qui peuvent parfois être vraiment dramatiques à domicile où voilà, l'accompagnement a été trop loin, où les gens ont été véritablement maintenus à tout prix dans leur domicile familial. Et pour en revenir à l'accessibilité financière, on peut imaginer que ça recule aussi l'entrée en maison de repos. Mais donc, ce qu'on observe avec aussi le développement ces dernières années de manière assez conséquente du secteur de l'aide et des soins à domicile, c'est qu'effectivement, les gens se tournent vers la maison de repos et de soins quand ils sont trop isolés et que leurs besoins en soins augmentent, quand l'aidant proche s'épuise, voire quand l'aidant proche décède parfois. Et donc, ça reste un public quand même assez fragilisé, polyfragilisé, qui arrive aux portes des maisons de repos. Et si on est évidemment bien d'accord que c'est très intéressant de réfléchir à faire changer le curseur de positionnement et d'aller plus vers des lieux de vie que vers des lieux de soins, force est aussi de constater qu'étant donné la dépendance des résidents qui y habitent dans ces maisons de repos, ce déplacement de curseur est vraiment un équilibre difficile à atteindre, pertinent, mais difficile à atteindre. Question à M. Le Poivre et M. Frédéric. Un gros enjeu aussi, c'est le recrutement. Ce sont des personnels des secteurs en pénurie. Alors, c'est quoi les petits trucs qu'on applique pour quand même réussir à recruter du personnel qualifié et en nombre suffisant dans les homes, M. Le Poivre? Mais je pense qu'il faut revaloriser tout le secteur. Oui, ça c'est la demande. Aujourd'hui, que font les directeurs ou les directions de home quand il faut recruter quelqu'un? C'est compliqué, ils font aller tout leur réseau et on essaye de trouver les perles rares quand il y en a et surtout de les garder. Et donc on doit être concurrentiel. Je sais que dans les réformes d'Iriscare, il y a aussi un volet, parce qu'on a beaucoup évoqué le volet architectural ou le volet lié à l'habitant, mais il y a aussi un volet lié au bien-être du personnel, à la formation du personnel, à l'accueil du personnel et au suivi. Et donc c'est très très important, mais il faut se rendre compte que dans le secteur public, en tout cas que je représente, le secteur du personnel et principalement du care sont moins bien considérés que dans d'autres secteurs. Vous pensez au secteur privé, Vincent Frédéric, c'est un peu mieux chez vous? On est mieux quand on travaille dans un home? Je refuse à me lancer dans ce genre de comparaison publicitaire ou commerciale. Ça, c'est certainement pas mon genre, parce qu'on a tous les mêmes problèmes, et on a tous les mêmes problèmes de recrutement. Et souvent, le problème de recrutement, c'est quand on a l'occasion d'avoir des candidats, je vais sans doute choquer des gens, c'est de ne pas avoir le choix. C'est ça aussi ce qui se pose comme question. Donc les solutions, il faut en créer plus. Il faut évidemment mieux les encadrer, mais on n'échappera pas à une réflexion fondamentale sur le qui fait quoi. On a des normes qui ont été créées en 1982 sur base de l'hôpital. Madame Quinet, juste en une minute et puis on conclura l'émission, vous aurez encore la parole tous une fois, mais est-ce qu'il y a quand même encore quelques subventions que chez Iriscare on peut distribuer dans le cadre de 12e provisoire qui se réplique pour différents projets ou pour des recrutements? Est-ce que là il y a peut-être quelque chose qui peut être fait? Est-ce qu'il y a encore quelques petits soucis ou là? Les projets qui ont été lancés, donc notamment tous les projets d'alternatives à l'hébergement en maison de repos, donc de soutien aux aidants proches, etc., qui étaient déjà subventionnés, on les a prolongés, on va dire, donc en 12e provisoire, mais aucune nouvelle initiative ne peut être prise dans le cadre donc d'un gouvernement en affaires courantes et sans budget. Et pour ça, comme souvent, on relancera sans doute l'appel à avoir un jour un gouvernement. Vous allez encore avoir la parole. Jingle, argument recevable. Amandine Codec, parce que vous avez l'habitude via votre ligne de répondre tant aux questions des professionnels que des résidents ou de leurs proches. Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui résonnait particulièrement vrai autour de la table aujourd'hui? Beaucoup de choses, mais allez, une. Je pense que j'ai été d'accord avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. S'il y a vraiment, nous, des points en tout cas qui nous invite à tirer la sonnette d'alarme, c'est effectivement l'accessibilité financière qui a été évoquée et les vides sectoriels qui ont été évoqués et la diversification des profils de besoins accompagnés au sein des structures d'hébergement qui malmènent évidemment les professionnels qui accompagnent les résidents, les habitants sur le terrain et qui peuvent rendre la vie vraiment difficile pour ces habitants aussi. Madame Quinet, vous avez entendu un argument recevable pour la fonctionnaire dirigeante que vous êtes? Moi, en fait, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit en début d'émission. Donc, c'est pas parce qu'il y a plus de personnes âgées qu'on a besoin de plus de lits de maisons de repos. Donc, en fait, nous, on plaide plutôt à Iriscare, et c'était l'idée du cabinet du ministre Marron aussi, donc d'avoir en fait un éventail de dispositifs qui puissent donc correspondre donc aux attentes de chaque personne âgée, donc et faire le lien entre le domicile, l'institutionnel, avoir des formes alternatives, des centres d'accueil de jour, etc. Vincent Frédéric,
25 secondes, un argument recevable, quelque chose qui résonne particulièrement. Ce qui risque de résonner, c'est de demander du travail à l'administration des risquaires, de procéder à une évaluation des conséquences des nouvelles réglementations en termes d'infrastructures et d'incendies sur l'ensemble du secteur, à peine de voir, et je le crains, un certain nombre de dizaines de maisons fermées à terme de 5 à 10 ans. Monsieur Le Poivre, un argument recevable, quelque chose que vous retenez vraiment de l'échange aujourd'hui ? Comme la collègue l'a dit, je pense que tout ce qui a été dit, je m'inscris évidemment là-dedans. Je pense qu'un des arguments principaux de la Fédération des CPS bruxellois, c'est de relancer aussi une planification plus long cours sur les gros investissements, puisque certaines maisons de repos, nouvelles normes ou pas, seront limitées dans les travaux qu'ils pourront faire en interne, et donc il faut aussi miser sur une planification et un investissement plus long cours. Merci à tous les quatre d'être venus échanger. On se retrouvera la semaine prochaine, un autre thème et de nouveau beaucoup de questions.